Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. La gare routière de l'information Saint-Émile Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Madame, Monsieur, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur la radio Taxi FM Lomé. Nous sommes dans l'émission La gare routière de l'information avec mes confrères et l'homme Ati Sogbe, Michel Tchadia. On sera rejoint en studio par Sylvestre Béli. Nous allons parler de la géopolitique ce matin. On parlera beaucoup du conflit ukrainien et surtout l'approche des Américains. Beaucoup d'éléments, beaucoup de sujets. Vous vous en rendez compte que depuis vendredi, ce qui s'est passé donc dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, qui suscite beaucoup de commentaires aujourd'hui, l'Europe qui se prépare pour prendre le relais. On reviendra sur le sujet et sur l'incidence que cela pourra produire sur le continent africain. Sur le continent africain, on pourra parler également de la CEDEAO. Oui, beaucoup se posent la question, si ça existe encore la CEDEAO, oui bien, ça existe encore la CEDEAO, on s'en est rendu compte nous aussi, cette fin de semaine avec le cas de Bissau, guinéen, Mbalo. Il est arrivé à la fin de son mandat, mais pas encore d'élection. La CEDEAO veut quand même réconcilier les points de vue. Il a demandé aux émissaires de la CEDEAO de quitter son territoire. Et voilà, il y a beaucoup de choses quand même. On va essayer de revenir là-dessus. On parlera également de l'économie. De l'économie, pas de la banque sous nous. Rassurez-vous, ce matin, on a pu trouver quelques billets pour sur votre compte sous nous, Michel? Toujours pas? Pas encore. D'accord. Je vais vous filer 1000 francs à la fin pour que vous mettez sur votre compte. Donc, on suivra en tout cas. Mais il faut quand même préciser que visiblement, la direction est prête à négocier, à discuter avec les syndicats. On verra tout ça. Économie encore avec... écoutez, et si les confessions religieuses contribuent aussi au budget national? La question pourra être posée d'une autre manière et je verrai comment est-ce que vous réagirez à ça. Il est 11h14 sur la radio Taxi FM, bienvenue chez nous. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM. Bonjour Michel Tchadia, tout va bien? Grâce à Dieu, ça peut aller. Très bien, merci de nous avoir rejoints. Bonjour Elom. Eric, bonjour Michel, bonjour aux techniciens et bonjour Taxi FM. Merci Sylvestre Béni, lui il va nous rejoindre tout à l'heure. Et on va d'abord commencer par la géopolitique et ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Ça fait 3 ans déjà que ce conflit est dur. Aujourd'hui, visiblement, l'Occident est prêt donc, à faire la terre, à négocier pour la paix. En tout cas, Donald Trump, en arrivant à la Maison-Blanche, a promis mettre un terme à ce conflit en 3 jours. Bon, on savait que c'est une idée qu'il a lancée le vendredi dernier. On a assisté à ce qui ne s'est jamais passé, en tout cas de mémoire.
en Mondo Vision à la Maison Blanche, Donald Trump qui recevait Volodymyr Zelensky. Zelensky qui n'a pas accepté se faire marcher aussi simple sur ses pas. Et quand on regarde tout ça, Elom Atisogbe, est-ce que la carte du monde va être redessinée? Non, pas vraiment. Je crois que c'est une mise en scène à la Trump. Vous savez, il y a des présidents, par exemple, qui ne vont jamais faire ça. Vous ne pouvez pas mettre un Poutine dans un bureau de Trump et vous mettre à lui poser des questions. Il ne va jamais accepter. Vous ne pouvez pas mettre un président sud-coréen ou coréen dans un bureau de la Maison Ovale et lui mettre à lui poser des questions qui le mettent en difficulté. Clairement, aujourd'hui, le président de l'Ukraine, il est en position de faiblesse, il faut le dire, par rapport à la guerre. Et il faut reconnaître que les États-Unis ont quand même soutenu l'Ukraine dans cette guerre contre la Russie. Et Trump, en faisant ce spectacle-là, moi je vais le dire, c'est un spectacle qu'il a offert au monde. En faisant cela, c'est pour réaffirmer l'hégémonie des États-Unis dans la reconstruction du monde, justement aux côtés de l'Ukraine. Donc les États-Unis, en faisant ça, veulent d'abord activer une puissance financière, puisque quand aujourd'hui on va s'inscrire dans une reconstruction de l'Ukraine, les États-Unis vous disent tout de suite que nous sommes la première nation, la première puissance à pouvoir soutenir l'Ukraine. C'est vrai que la dernière fois, comme je l'ai dit, c'est une mise en scène, mais de façon concrète, on a vu déjà l'apport économique des États-Unis aux côtés de l'Ukraine dans la guerre contre la Russie. Oui. Donc les États-Unis soutiennent clairement l'Ukraine contre la Russie. Ça ne va pas changer aujourd'hui, ça ne va pas changer demain, mais Trump veut véritablement s'asseoir davantage aux côtés de l'Ukraine dans la politique de paix qu'il peut avoir vis-à-vis de la Russie. Aujourd'hui, quoi qu'on dise en Europe, la nation qui va aujourd'hui appuyer davantage l'Ukraine, reconstruire l'Ukraine sur tous les plans, infrastructure, banque, économie, c'est la nation qui va contrôler véritablement le monde. Et je crois que les États-Unis aujourd'hui se positionnent, puisque l'Ukraine a besoin d'infrastructures, a besoin d'économie, a besoin de banques, a besoin de télécommunications. Et aujourd'hui, les États-Unis se positionnent comme la puissance incontournable dans la résolution de la crise entre l'Ukraine et la Russie. Et les Américains veulent prendre le pas sur les Européens, clairement aussi. Effectivement, oui, mais vous allez voir, mais les Français disent oui, voilà, nous sommes aux côtés de l'Ukraine contre la Russie, mais ils ne font pas assez comme les États-Unis. Donc les États-Unis aujourd'hui ont une carte stratégique, géopolitique qu'ils jouent, et ils veulent contrôler le monde justement à partir de l'Ukraine, c'est-à-dire en reconstruisant un pays qui est à feu à sang, en développant son économie à partir du dollar américain, en essayant de mettre le pays en autarcie, entre guillemets, des États-Unis pour contrôler véritablement cette partie du monde. Donc les États-Unis aujourd'hui se démarquent clairement de la politique européenne en disant que oui, nous sommes aux côtés de l'Ukraine. La dernière fois, on a vu Zelensky aussi qui essayait de rentrer, enfin de faire le dur. Oui, de faire le dur, de tenir tête aux géants américains. Mais c'est Trump, comme vous l'aimez, comme vous le connaissez, aucun président américain ne peut se donner cette latitude de faire ça à un collègue ou un homologue au bureau de la Maison Blanche, mais lui il l'a fait, et ça c'est du Trump, il est unique, il est fou dans ses décisions, fou entre guillemets, et voilà. Mais je crois quand même que sur le plan géopolitique, on aura quand même quelques changements à partir de cette rencontre. Il y a du grain à moudre aujourd'hui par rapport à ce qu'on a assisté la dernière fois, Michel. Oui. C'est ça le monde, c'est comme ça que le monde est partagé entre les grands. Oui. Parce qu'il s'agit aujourd'hui des terres rares de l'Ukraine. Oui, c'est comme ça. Je ne sais pas si on le faisait ou on continue de le faire avec une bonne partie de l'Afrique. Oui. Oui, les gens ont des ressources minières, ils ne jouissent jamais de ces ressources minières-là. Oui. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais celui qui a de l'argent, il vient vous soutenir. C'est lui qui est seul capable de venir vous imposer son desiderata. Nous le remarquons avec l'attitude de Trump. Oui. Tout le monde le savait que c'est quelqu'un. Moi, je l'aime parce que, il est en train de vouloir démystifier les réseaux internationaux qui sont constitués depuis près de je ne sais pas combien d'années encore. Les gens sont organisés en réseau et les forts d'un côté, les faibles d'un côté, de l'autre côté. Et c'est comme ça, en tout cas, le monde se présente. Mais avec l'approche Trump,
on se rend compte qu'il est en train de changer de paradigme. La manière de voir le monde aujourd'hui, Trump est en train de vouloir changer cela. Parce que quand vous voyez ce qui s'est passé à la Maison la dernière fois, moi ça ne m'a rien dit. Parce que Zelensky, il fallait lui réserver ça. Parce que les Européens en font trop. Vous n'aimez pas l'homme Zelensky? Non, on en fait trop. C'est-à-dire, le centre du monde aujourd'hui, c'est Zelensky. On n'en veut pas. Parce que... Mais attends, dis-moi, il y a 3 ans de guerre. Mais qu'est-ce que... Mais nous, en Afrique, ici, on a quoi dedans? On en souffre d'ailleurs. On en souffre. Oui, bien sûr. On a quoi? Qu'est-ce que cette guerre-là... Certains considèrent cette guerre comme une guerre absurde. Et Trump l'a dit. Cette guerre n'aurait même pas... en tout cas, ne devait même pas avoir lieu. Mais alors là, bon, qu'est-ce que... Et tu vois, les Européens, dans leur posture, c'est qu'ils ne veulent pas la fin de la guerre tout à l'heure. Quand Trump avait dit lors de la campagne qu'il va mettre fin à cette guerre en 24 heures, mais les gens se sont posé beaucoup de questions. Mais il veut être, Trump, je veux dire, veut être du côté de l'Ukraine, mais dans la recherche de la paix. Tout en dans la recherche le langage russe. Non, c'est ce que les Occidentaux tentent de nous servir. Non, il faut l'écouter. Reprendre le langage russe. Non, il faut l'écouter. Oui, non, je l'écoute. Oui. Je l'écoute tout le temps. C'est pas... Mais le langage... On n'est pas forcément le langage européen aussi, les médias occidentaux. Oui, le langage des Européens, des Occidentaux, là, il n'est pas le meilleur et il n'est pas le plus véridique. Je pense que quand vous êtes en guerre, il y a des attitudes à adopter. Et surtout quand vous n'êtes pas fort, c'est des gens qui viennent vous appuyer, mais vous devez avoir un comportement, une manière de faire. Mais quand vous vous mettez comme... On vous aide. Mais c'est comme... C'est comme vous dites, mais si vous ne m'aidez pas, c'est vous qui allez en pâtir. Alors que c'est faux. Les Américains disent, mon frère, si on n'était pas avec toi, 15 jours on allait vous liquider là-bas. C'est un langage de vérité. Mais aujourd'hui, on dit qu'il a humilié. Il a humilié. Il était prêt à venir signer tout ce que Trump l'a dit. En tout cas, à mon avis, c'est les Européens qui l'ont notamment dit ne signez rien. Et les Américains ont laissé voir le monde, comment le monsieur là, comment il se comporte. Le monsieur là, comment il se comporte. Je parle de Zelensky. Oui, Zelensky. Oui, ça veut dire que tu mets en jeu la vie des millions de personnes. Sans nous, tu n'as aucune carte. Et c'est vrai. Même aujourd'hui, là où il est, je ne sais pas s'il n'a pas la fièvre actuellement. Parce que si les Américains décident d'abandonner l'Ukraine dans les mains de l'Europe, mais attends, la guerre va changer de physionomie. Alors, on s'est aussi rendu compte que la guerre va changer de physionomie. Cette guerre, parce que les renseignements, c'est une guerre intéressée. Les renseignements, on est d'accord. Le matériel militaire, oui. C'est les Américains. Les Européens, c'est des incantations. C'est des gens qui juste nous narguent avec leurs médias. Ils véhiculent des choses. Non. Ben, au-delà de ça, on s'est rendu compte que cette guerre-là, qui dure depuis 3 ans en Ukraine, c'est une guerre intéressée. C'est-à-dire que toutes les parties qui se sont coalisées pour aider l'Ukraine avaient un intérêt à ce que cette guerre ait lieu pour pouvoir en tirer bénéfice. Évidemment. C'est pourquoi je disais que on ne fait pas la guerre en l'air. On fait la guerre à partir d'un certain nombre de principes. Et aujourd'hui, on se rend compte que si les Américains veulent les terres rares, ça veut dire que, après avoir dépensé plus de 350 milliards il faut récupérer de dollars, mais en tout cas, c'est l'argent du contribuable. Hein. Et si la guerre ne s'arrête pas maintenant, elle continue. C'est dans l'intérêt de qui? Et l'Ukraine va continuer à s'endetter. Jusqu'à quand? Bonjour, Sylvestre Béni. Oui, merci de nous avoir rejoints. Non, c'est moi. C'est comme ça. Musique là, c'est indépendant de ma volonté ici. Oui, bon, c'est pas grave. Non, alors, c'est comme ça que les grands de ce monde s'asseyent pour partager nos ressources, c'est ça? Non, je crois que l'Afrique est le bel exemple. L'Afrique a été partagée, ça nous, ça les Africains. Et donc, c'est presque le même format que nous voyons. Sauf qu'ici, il y a quelqu'un qui est bien à la table, mais qui ne compte que pour du beurre. Et ce personnage, c'est Zelensky.
c'est Zelensky. Le monsieur a été comédien depuis des années. Et donc j'ai l'impression qu'il a oublié ces ficelles-là en Europe. Et puis les Européens l'ont gardé. Et puis on continue à le manipuler. C'est un marionnette. Vous voyez, le monsieur n'arrive pas. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à appréhender l'ampleur de la situation. Et si vous voulez, peut-être le thème est capitulé. Parce que cette guerre avec la Russie, l'Ukraine ne pourra pas. L'Ukraine ne pourra même pas faire 24 heures si les Européens l'avaient épaulé. Les Américains surtout. Et les Américains, vous avez vu qu'il y a même des mercenaires, français, anglais, tout ça, qui étaient sur les théâtres, sur les champs de bataille pour combattre donc la Russie. Sinon, on devait déjà faire une bouchée l'Ukraine. Maintenant, nous sommes arrivés à un point où Zelensky devait véritablement comprendre que, en réalité, c'est une guerre par procuration et que c'est lui qui sortira le gros perdant. Vous êtes sûr qu'il n'a pas compris ce message-là? Non, écoutez, parce que quand on écoute Zelensky aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oui, je suis d'accord pour signer l'accord sur les terres rares, mais je demande des garanties de protection. Mais s'il veut des garanties de protection, il y a une manière de le dire. Vous avez vu la scène au niveau de la Maison Blanche la dernière fois. Oui, mais le monsieur jouait juste à la résistance. Il voulait faire un grand numéro. Mais en réalité, vous avez vu ce qu'il a écrit plus tard, quand les Américains ont commencé à muscler en disant ils vont suspendre donc les aides et tout ça. Mais il est revenu, avant il faisait le one-man show. Après il est revenu, il dit bon, malgré tout ce qui s'est passé... Qu'est-ce qu'il avait dit là-bas à la Maison Blanche? Mais il essayait de faire la résistance. Oui, mais attendez. Il essayait de faire la résistance parce que les gros messieurs sont derrière. On lui a dit, mon frère. J'insiste sur ce sujet parce que moi, je vous reçois tout le temps ici. Oui. Et je sais comment vous réagissez dans le conflit France-Afrique. Oui. Est-ce que c'est pas pareil avec l'Ukraine aujourd'hui et les Américains? Non, allons-y. Non, écoutez, je crois que... Lui, il est en guerre, là. Il est en guerre. Et donc, on doit l'aider donc à faire taire cette guerre. Mais j'ai l'impression que il veut pas. Au même moment, il veut pas. Mais au même moment, il n'a pas la main. Mais comment on négocie? On l'a utilisé pour faire la guerre. C'est comme ça qu'on négocie, là. Oui. Vous avez vu à la Maison Blanche. Eric, à un moment donné, c'est-à-dire que si on nous dit tout de suite, là, et Sylvestre Eric sur un rig, et tu sors tes biceps, si je vois que je ne peux pas, mais je capitule tout de suite. Inutile de faire la résistance et de se faire humilier plus tard. Parce qu'à la fin, c'est lui qui sera le grand perdant, je l'ai dit, c'est pas les Européens. Mais le monsieur, il garde espoir qu'il va rentrer un jour dans l'OTAN, c'est faux. C'est faux. Si un jour on ose et qu'on signe ce papier-là et l'Ukraine rentre dans l'OTAN, vous verrez que la guerre va prendre une autre ampleur. C'est pourquoi Trump lui disait la dernière fois qu'il joue avec la Troisième Guerre mondiale. Qu'il joue avec la Troisième Guerre mondiale. Parce qu'une fois qu'on signe et que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, mais la guerre va changer donc de former avec des moyens beaucoup plus lourds. Même s'il le faut, hein, la Russie a toujours menacé donc de recourir à l'arme nucléaire. Parce que lorsque devant l'évidence, vous ne pouvez plus rien faire, ben, vous choisissez la meilleure option pour tout finir. Et donc, il est intérêt, je crois qu'il est intérêt. Regardez son pays. Le pays est totalement en ruine. C'est pas la France. La France, une fois quand ils ont réagi et que la Russie dit donc vous, même la distance, on vous envoie juste quelque chose, ils se sont tués. Vous voyez, donc toi tu es là, le pays est totalement en ruine, mais on te promet déjà des moyens pour reconstruire ton pays et tout ça. Et les obus là qui sont restés peut-être sur certains champs de bataille ou dans certains villages là, on pendant peut-être plus de 10 ans déminer tout ce pays là, mais ils continuent à jouer donc à la comédie, puisque c'est un acteur. Je crois qu'il a intérêt donc à faire taire cette guerre et donc choisir peut-être la meilleure option, c'est-à-dire qu'à l'impossible nul n'est tenu, ou bien je crois qu'il y a une belle expression que j'ai oubliée, mais je vais quand même me rappeler. Il faudrait quand même qu'il signe le meilleur accord possible. Alors justement par rapport à ça, est-ce que la communauté internationale, très souvent, c'est pas deux poids, deux mesures? On connaît le conflit au Moyen-Orient, ou au Proche-Orient, si vous voulez, entre la Palestine, si vous voulez, Gaza et Israël. On sait le comportement des Américains dans ce dossier également, Elon.
En fait, là, on est en plein géopolitique. Oui, bien sûr. Mais comme Michel l'a dit tout à l'heure, nous, au niveau de l'Afrique, on ne fait que subir les effets de cette guerre. On n'est pas acteur, on est spectateur. Personne en Afrique, enfin, quand je dis personne, je parle des présidents qui prennent position. Non. Oui, mais parce que c'est une guerre. Nous, on a trop de problèmes en Afrique. Ils sont rares. On a trop de problèmes. Regardez tous les problèmes qu'on a. Nous, nos institutions même sont fragiles. La CEDEAO, l'Union africaine. Vous avez déjà écouté ces gens parler de ça. Parce que c'est un conflit qui nous dépasse tous. Mais nous, on subit les effets. Importation du blé. Oui. On a des problèmes. Les effets de cette guerre sur les cours mondiaux. Vous avez vu, mais c'est l'Afrique qui en pâtit le plus. Donc, nous, on a intérêt à ce que les choses se tassent rapidement parce que ce que les États-Unis sont en train de faire, ce que une autre puissance est en train de faire, ça n'intéresse pas l'Afrique. Le plus important, c'est qu'il y ait la paix qui revienne et que les efforts de reconstruction de l'Ukraine puissent se faire sentir. C'est très important. On ne peut pas continuer par analyser cette guerre à l'aune des puissances. Cette puissance et ceci. Mais l'ONU est là, l'ONU ne fait rien. Au départ de la création de l'ONU avec la SDN, c'était pour faire prévenir les conflits, maintenir la paix, promouvoir la paix. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une société avec une organisation des Nations Unies qui fait plutôt l'apologie de la violence et de la guerre. Mais vous regardez tout ce qui se passe dans le monde. Le Conseil de sécurité est incapable même de pouvoir se lever pour dire... Mais parce que chaque fois, tout le monde peut sortir son droit de veto. Oui, c'est ça le problème. C'est compliqué. Oui, c'est ça. Donc, on est passé d'une société des nations qui doit promouvoir la paix, prévenir les conflits, à une organisation des Nations Unies qui fait l'apologie de la violence. Parce que si, par exemple, nous sommes 4 autour de cette table, plus le technicien, ça fait 5. C'est les 5 membres du Conseil de sécurité ici. Voilà, il y a des gens qui sont en guerre. On vient au Conseil de sécurité, on dit que bon, on veut justement faire promouvoir la paix, prévenir les conflits, tout ça. Il y a quelqu'un d'entre nous qui se lève qui dit droit de veto. Oui. Et puis la séance est levée. Mais comment on peut gérer un monde comme ça? C'est catastrophique. Et puis dans ça, vous voulez que l'Afrique dise quoi? Il y a 5 personnes qui s'asseyent dans un bureau pour contrôler le monde. On dit, bon, il y a guerre dans telle zone. Ils disent, non. Quelqu'un se lève et dit, non, pas question, droit de veto, j'invoque l'amendement tant. Et puis, se lève, réunion terminée. Pendant ce temps, on continue de tirer. Mais l'Afrique va dire quoi? Non, dans ça, par exemple, nous, on est les parents pauvres. Donc, ce que nous, on peut faire, c'est de continuer par lutter pour qu'on intègre ce Conseil de sécurité. C'est pas normal, ça. Parce qu'on a été longtemps spectateurs. On a été longtemps spectateurs, victimes de tous ces affres du monde. Et aujourd'hui, on est là, on croise encore les bras, on prie Dieu pour qu'il y ait la paix qui revienne en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine. Ah oui, mais qu'est-ce que... Voilà. Pendant ce temps, on ne peut rien faire. Pendant ce temps, justement, les relations entre la Russie et l'Afrique sont en train de se développer dans certains pays. Vous avez vu la Russie qui mène l'offensive sur le continent. Et pendant ce temps, la Chine, elle présente. Les États-Unis, oui, la France également. Mais nous, on est là. Et puis, bon, dans tout ça, des fois, on est embrouillé. On ne sait pas avec qui il faut collaborer, il faut vraiment coopérer parce que tantôt la Russie vient, tantôt la Chine est là, les États-Unis sont là, mais la guerre est là aussi. Oui, bien sûr. On aura le blé comment? Oui, mais ma question elle demeure. La géopolitique. Communauté internationale, ça veut dire 2 poids, 2 mesures. Non, Eric, on ne va pas charlater. Il faut qu'on dise les choses telles quelles. Notre monde là, c'est comme ça. C'est comme ça. Parce que, rappelez-vous, les gens disent que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. On a fini par savoir que c'est faux. On a fini. Mais la guerre que Bush, fils voulait faire, mais les gens l'ont dit non. Les gens au Conseil de sécurité avaient dit non. Mais il est passé outre. Il l'a fait quand même. L'ONU est où? Tu as parlé de l'ONU. Elle est où? Elle est où? C'est pourquoi aujourd'hui, tous les pays, qu'ils soient petits ou grands, chacun veut s'armer jusqu'aux orteils, Parce que tant que tu es faible, on dira ce qu'on veut de toi. Et tu ne pourras rien. Et regardez, on dit la démocratie. Si je prends Abassi Madani et Ali Belhadj, ils ont en 91 gagné les élections en Algérie. Ça a donné quoi? Le Hamas avait gagné les élections. Mais ailleurs, si c'était ailleurs, on va dire, mais c'est démocratique. Pourquoi? Mais on a juste mis ça de côté. Pour dire que si on ne te veut pas, on ne te veut pas. On ne te veut pas. Ce que tu peux faire de bon là, on va dire non. Si ça vient de toi là, non. C'est pourquoi chaque pays doit s'organiser pour être vraiment... Aujourd'hui, regarde, tu disais s'il fallait décider une nouvelle carte mondiale. Non.
le monde va rester tel quel, mais sauf que les regards vont changer. C'est les regards qui changent. Okay. Avant, les amis d'hier peuvent, par des circonstances d'événements, ou je ne sais pas, peuvent devenir des ennemis ou des amis. Et regardez le monde. Il n'y a pas très longtemps, avant l'arrivée de Trump, l'Europe et les Américains allaient bras dessus. Mais Trump est arrivé et ça a changé brusquement. Il ravale les cartes. Voilà. Tu parlais de la CEDEAO. Peut-être on va en arriver. Si. C'est Mbalo qui disait qu'il faut qu'il aille chasser Tiani là-bas. À l'époque, c'est CEDEAO ça. Oui. Avec Ouattara et Macky Sall. Rapidement, que des contingents sont déjà prêts. Ils se chauffaient chaque matin. Mais c'est lui qui dénonce maintenant la CEDEAO aujourd'hui. Vous voyez, c'est pourquoi la politique, ceux qui font la politique, je les félicite beaucoup. Parce que parfois ils se comportent exactement comme les femmes le jour de l'accouchement. Ils se comportent comment? Les femmes le jour de l'accouchement. Il n'y a pas de honte. Ah. C'est comme ça les hommes politiques parfois que les femmes m'excusent. Parfois c'est comme ça. Ça dit ce qu'il a dit hier. Il dit autre chose le lendemain. Mais vous tombez des nues. Mais c'est ça. Il s'accommode quand même. Voilà. Donc le monde aujourd'hui, moi c'est très intéressant. Il faut que ce qui était vraiment en place là, il faut quand même, parce que ça profitait énormément à certains. Il faut casser ça. Réorienter le monde. C'est très important. Parce que c'est dans ça qu'on apprend à se respecter. Je dis ça, voilà. Il y a le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Doucet, qui, il n'y a pas encore longtemps, évoquait « Nous sommes fatigués ». Vous vous rappelez cette fameuse phrase « Nous sommes fatigués de votre paternalisme ». De votre condescendance. Votre condescendance. Nous sommes fatigués. Est-ce qu'on y parviendra? Tout à l'heure, l'homme dit il faut que l'Afrique rentre dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Ça va pas être facile. Est-ce qu'on y parviendra? Et si on y parvient à rentrer dedans, est-ce que sera écouté? Ils ont déjà lancé le débat, mais sauf que c'est compliqué. Non, ils ne veulent pas de veto. Oui. Ils veulent pas. Et à l'époque, je disais, mais à quoi alors? Bon, donc ça, le représentant africain, il va aller rester seulement écouter. Oui. Et partir. Oui. Ouais. Non, pour autant qu'ils gardent ça en attendant. Le jour où ils seront prêts pour nous donner pas de veto. Encore que au niveau de l'Afrique, nous peinons très souvent à harmoniser donc nos voix, à nous accorder sur l'essentiel, souvent lors de ces conflits-là. Vous avez vu que lorsqu'il s'était agi de la Libye, il n'y avait qu'un seul président qui avait dit non à l'intervention donc des États-Unis et de la France à l'époque avec de l'OTAN. Oui, France et États-Unis soutenus par l'OTAN. Vous avez vu que c'est uniquement l'Afrique du Sud qui avait dit non à l'intervention. Oui. Mais tous les autres présidents africains se sont tus. Maintenant, certains même sont allés soutenir les voyous de Benghazi là. Certains ont pris leur avion présidentiel pour aller les soutenir. Même si on nous accordait ne serait-ce qu'un seul siège, mais nous allons nous battre pour accorder nos violons sur ce que nous devons faire, sur la voie de l'Afrique. C'est cela aussi. Tout le monde va tirer le droit de son côté parce qu'on est souvent très manipulé. Vous avez vu qui va siéger? D'abord, qui va siéger? Parce que va pas siéger. Et on dit il faut juste l'Afrique, c'est quand même bizarre. Regardez juste au niveau de la sous-région où les chefs d'État se sont entendus pour avoir une monnaie unique, l'éco. Et il y a un seul qui a boycotté la réunion et qu'on a retrouvé aux côtés du président français qui annonce avoir trouvé donc l'éco et arrivé donc à l'euro. Vous voyez, il y a un seul qui est sorti de eux tous pour dire que lui, et puis qui a fait même une conférence de presse et qui dit, qui donne sa version et qui dit c'est la voie de l'Afrique. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'époque où le Nigeria avait menacé même de sortir en total de la CEDEAO et tout. Donc c'est comme si nous avons un péché originel, nous n'arrivons pas à nous comprendre. Surtout l'Afrique, à travailler ensemble, à regarder dans la même direction s'il le faut.
Voyez-vous, donc tout cela, ils ont même peiné. J'ai écouté le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Doucet, la dernière fois, qui criait, qui sautait au plafond parce que entre-temps, ils se sont accordés, juste au niveau de l'Afrique, ils se sont accordés que l'esclavage c'est un crime, tout ça là. Mais vous avez vu le temps qu'ils ont mis juste pour reconnaître ça. Or, tout le monde a subi l'esclavage. La tête négrière, tout ce qui va avec. Tout le monde l'a subi. Mais juste pour arriver à accorder leur violence sur un document et tout ça, ils ont mis des années. Si bien qu'aujourd'hui, le Togo s'éclate et court dans tous les sens parce que, on a réussi. Donc, il y a d'abord cet élément-là. Et donc, tant qu'on ira peut-être au Conseil de sécurité, oui, on peut siéger peut-être en maître, mais quand les États-Unis veulent faire quelque chose, c'est pas excusez-moi, c'est pas la petite Afrique qui va l'en empêcher. La preuve, on vient de parler de Bush. Oui. Tout le monde a crié, mais il a fait la guerre à Saddam. Le monsieur a été pendu pour un gros zéro, mais finalement, on s'est rendu compte que il n'y avait rien. Mais bon, personne ne dit mot. La CPI on se rappelle encore des propos de Colin Powell à l'époque. Voilà. Donc c'est ça. Donc nous sommes dans un monde où, si on peut le caricaturer, j'ai souvent l'habitude de dire que c'est, en fait, eux ils sont l'aigle quoi. Donc l'aigle peut entendre chanter les petits oiseaux, mais ne s'inquiète pas de ce qu'ils chantent, parce que c'est l'aigle quoi. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais bon, moi je continue quoi. Robert Doucet peut être beau fatigué tout ça. Mais bon, ça évolue quoi. Alors, s'ils veulent le fatiguer, ils vont le fatiguer. Juste un mot sur justement la CEDEAO. Michel a lancé à peu près les hostilités liées donc à la CEDEAO. Mais finalement, elle existe toujours, la CEDEAO, parce que on avait oublié un petit peu de savoir qu'elle est là, et puis après, c'est un ballot qui se signale là. C'est quand même pas étonnant de sa part. Le Bissau-Guinéen. Oui, c'est étonnant. Moi, j'ai lu le communiqué. J'ai trouvé ça vraiment étonnant parce que, personne ne vendrait cher la situation dans ce pays. Il y a eu quand même des coups d'État manqués, vous vous rappelez bien. Bien sûr. Et quand on dit que, à Guinée-Bissau, avec, Michel nous en dira plus parce qu'il a fait un tour à Bissau. Moi, c'est un pays que j'ai jamais visité. Moi aussi, il semble que c'est bizarre, ce pays. Oui, voilà. C'est vrai que c'est un pays bizarre. Un pays bizarre, mais... La CEDEAO, quoi qu'on dise, on a toujours dit qu'elle a besoin de profondes réformes. Vous savez, la situation dans les pays telle qu'elle se passe avec les interventions de la CEDEAO, ce n'est pas du tout ça. Il faut qu'on se dise la vérité. Et on ne va pas continuer par envoyer des missions qui vont revenir bredouilles. Les communiqués là, c'est vide, il n'y a rien dedans. Mais à la limite, on a expédié la mission. C'est-à-dire, on fait un truc et puis sur une page, les communiqués de la CEDEAO ne dépassent jamais une page. Une page, on taille 11... on met Arial et puis on couche rien à la fin aussi. Non mais à un moment donné, franchement, il faut aller au-delà de ça. Et puis il y a un communiqué type souvent. Oui, et puis la liste même des chefs d'État dépasse même la moitié du communiqué en soi. Mais c'est à un moment donné, il faut véritablement faire des réformes, des profondes réformes. Cette année, la CEDEAO fêtait 60 ans. Oui. 60 ans. On a appris même, moi j'ai appris qu'ils vont venir fêter le jubilé ici. À Lomé. Oui. Oui. J'ai appris ça, qu'ils viendront fêter le jubilé ici. Maintenant, comment ça va se passer, on n'en sait absolument rien pour l'instant. De toutes les façons, on attend de voir. Mais il est temps de réformer cette institution. Cette institution a montré ses limites dans la crise avec les États du Sahel, dans la crise au niveau institutionnel dans tous les pays. Il n'y a pas un pays qui fasse aujourd'hui exception à la règle. Dans tous les pays de la CEDEAO, il y a au moins un problème. Regardez le Sénégal, regardez le Ghana. Regardez tous ces pays de la CEDEAO, enfin membres de la CEDEAO, il y a des problèmes institutionnels. Il faut véritablement que les dirigeants ou les responsables de la CEDEAO, la conférence des chefs d'État puisse faire amende honorable en s'asseyant pour dire qu'est-ce qui se passe, où est-ce que nous avons failli. Aujourd'hui, il n'y a plus une CEDEAO où on dit les acquis, oui, on peut parler de l'intégration des peuples, on peut parler de la libre circulation des personnes et des biens, même si ce n'est pas encore total, il y a quand même ça. On a un passeport commun avec le logo CEDEAO derrière, où on peut circuler de pays en pays. C'est-à-dire, maintenant sur le plan institutionnel, politique, bonne gouvernance, il y a un grand problème. Il faut que les gens s'asseyent pour se dire les vérités. On a l'impression, c'est pas l'impression qu'au niveau des chefs d'État, c'est une famille. C'est-à-dire que vous voulez éviter le mot syndicat? Non, c'est une famille. C'est-à-dire que l'autre a dit, est-ce que vous allez parler à votre frère comme ça? Non, vous vous asseyez, vous discutez, vous trouvez une solution, un arrangement et c'est fini. Alors que les peuples souffrent.
Mais le problème de la CEDEAO, c'est ça. Les peuples sont en souffrance. Regardez tout. Quand il y a une crise dans un pays, regardez tout ce qu'il y a comme colère, tout ce qu'il y a comme ressenti qui remonte. Regardez. Oui. Mais les dirigeants regardent ça aussi, comme nous. Mais il faut faire des réformes profondes. Les institutions sont là. Les institutions spécialisées sont là. Mais après, on ne comprend rien. Toute la politique dans tel pays, quand ça chauffe, on envoie 2-3 anciens chefs d'État qui viennent, qui s'asseyent, qui discutent, à la fin on prend un communiqué et puis ça s'arrête là. Non, quand même. Ça va évoluer. Michel, qu'est-ce qui va évoluer? J'ai demandé si ça va évoluer au niveau de la CEDEAO. Non, si la CEDEAO ne prend pas garde, je pense que les membres vont quitter un à un avec le temps. Parce que si vous posez la question aujourd'hui à Mbalo, alors que sa sécurité là-bas est garantie, assurée par les militaires de la CEDEAO. Mais si vous lui posez la question aujourd'hui, s'il veut rester à CEDEAO ou bien il veut... Mais il ne porte pas la CEDEAO actuellement dans son cas. Parce que il est en train de comprendre. Il n'y a pas très longtemps, c'est eux qui défendaient. Oui, mais en même temps, lui, les principes de la CEDEAO. Son cas est particulier. Mais son cas, il est arrivé à la fin de son mandat. Oui, c'est comme ça. Ce pays-là, je pense que il a été mordu il y a de cela des années par le virus c'est pas de la comment on le dit là, c'est-à-dire que du désordre. Ouais. Ah oui. Oui. Le désordre qui régnait avant qu'il lui n'arrive. Il n'arrive. Parce que les gens arrivent à terme, ils organisent des élections et on commence à se tirailler. Et puis il intervient le coup d'État. Les coups d'État surviennent, tout ça là. Bon, lui, apparemment, tout allait bien. On ne sait pas pourquoi. Il avait promis même qu'il ne restera pas une seconde à la fin de son mandat. Mais on est surpris que ils ont une interprétation. Lui, il a une interprétation de la Constitution. L'opposition a une autre interprétation. Puisque pour lui, les élections, ça doit être en novembre prochain. Alors que pour les opposants, ils doivent conjuguer aujourd'hui Mbalo au passé. Donc, vous voyez déjà, les germes de conflit sont en train de prendre de l'ampleur là-bas. Et je pense que c'est ça même qui a motivé l'arrivée de cette délégation pour voir dans quelle mesure amener les deux parties, en tout cas les parties prenantes, à s'accorder sur l'essentiel pour préserver le calme. Parce que ce pays-là, quand il y a conflit là-bas, on ne sait pas comment... parce que c'est un pays de... je pense c'est 87 îles, plus la plateforme. Oui. Donc, et puis il y a des îles non habitées. Et tout ça. Comment est-ce qu'ils ont réussi à ne pas bâtir une nation là-bas? Enfin, un pays. Bon, or c'est un pays, quand vous allez, bon, c'est un petit pays, vous voyez l'environnement, bon. Et bon, je ne sais pas pourquoi ce pays-là, vous vous rappelez dans les années 80, je pense 98, avec Assoumane Mané, oui, si. Les rébellions, on ne sait pas. Il y avait un général aussi, un contre-amiral là-bas, qui faisait la loi, qui a été arrêté en temps par les Américains. Oui, Amical Carrage, je crois. Oui, c'est Bonetto, ou bien comment il a un nom. Ah oui, comme ça. Oui. La drogue. Oui, la drogue. Puisque c'est un pays qui est, en tout cas, c'est une plaque tournante de la drogue dans la sous-région. Et donc, tout le monde a peur que ce pays-là bascule. Mais qu'est-ce que la CEDEAO peut faire? Bon, je pense que cette délégation qui est rentrée précipitamment doit quand même rendre compte à ses mandants et on va voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans les... Mais de toutes les façons, à partir de ce schéma-là, on sent que la CEDEAO vraiment n'a pas... Le contrôle. Non, la CEDEAO a des problèmes. C'est pourquoi je suis d'accord avec l'homme quand il disait que cette institution a besoin de beaucoup de réformes. Parce que la CEDEAO aujourd'hui, il y a un cloison ou une cloison. Oui. Il y a une cloison ou un cloison entre les peuples et les dirigeants. La CEDEAO, c'est les dirigeants. Or, à l'époque, on disait la CEDEAO des peuples. Oui. Aujourd'hui, c'est la CEDEAO des dirigeants.
qui se protègent. Ah, mon frère, il ne faut pas que tu tombes. Il ne faut pas que tu tombes. C'est des gens qui... Donc, c'est pourquoi vous vous rendez compte quand le nouveau président ghanéen est venu. Vous avez vu sa posture. Lui aussi, on a l'impression qu'il a été mordu depuis longtemps par le virus de l'amour de l'AS. Donc, lui, ayant vécu les crises récurrentes dans la CEDEAO, ce n'est pas quelqu'un qui est très chaud pour la CEDEAO. À moins que quelque chose est fait dans ce sens de nouveau. Donc, c'est pourquoi je suis d'accord avec l'homme qui dit qu'il faut repenser la CEDEAO. Sylvestre, un mot là-dessus, on passe en dessus. Non, moi je crois que Embalo, c'est quelqu'un qui est un peu ingrat. Il est ingrat vis-à-vis de la CEDEAO parce que si lui est président aujourd'hui, c'est grâce à la CEDEAO. Alors, si vous parlez comme ça, on doit citer beaucoup de présidents qui sont finalement ingrats vis-à-vis de la CEDEAO. Ah oui, c'est grâce à la CEDEAO, surtout avec le tour à Lomé où on a pris un certain nombre de résolutions et tout ça. Et il a pu être bien installé. Mais aujourd'hui, c'est lui qui dit la CEDEAO ne viendra pas faire la loi ici, en Guinée et tout ça. Vous voyez? Oh, c'est les mêmes, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils contribuent à dévaloriser. La CEDEAO ne pèse plus. Lorsqu'il faut parler d'autres pays, oui, on prend la CEDEAO. Mais quand leur tour est arrivé, ils parlent de la CEDEAO comme si la CEDEAO n'est que quelque chose de chosifié. La CEDEAO ne viendra pas faire la loi ici, en Guinée-Bissau et tout. Lorsque vous écoutez un président de la CEDEAO qui tient ses propos vis-à-vis de l'institution, mais qu'est-ce qu'il reste de la CEDEAO? Qu'est-ce qu'il reste de la CEDEAO? Voyez-vous? Donc, l'institution, nous le disons depuis des années, doit être réformée. Il faut tellement de réformes. Moi, je revenais donc d'une mission, j'étais passé par Accra. Et vu les agitations donc des douaniers ghanéens, mais à un moment donné j'ai dit non, mais nous sommes tous de la CEDEAO. Mais quand tu as vu la réaction du douanier ghanéen, c'est comme si je viens donc de commettre un péché de lèse-majesté. Ah ouais? Mais il dit quelle CEDEAO? Donc d'aller à Bénécet, c'est CEDEAO nous mangeons ici. Mais ok. You are talking about CEDEAO. Ok, go. Et je vous dis la manière dont il devient furieux que j'ai appelé la CEDEAO. Donc ça veut dire qu'en réalité, personne ne respecte l'institution. Plus personne ne respecte l'institution. Bon, en même temps, il faut quand même préciser que les douaniers ghanéens, c'est l'argent ou rien. C'est-à-dire que le gars, c'est-à-dire que il s'est métamorphosé tout de suite. Vous menacez en parlant de la CEDEAO. Parce que j'ai parlé de la CEDEAO. Enfin, en réalité. Ah, nous sommes citoyens de la CEDEAO et donc je devais au moins, en tant que citoyen de la CEDEAO, bénéficier de quelques largesses quand même. Mais le gars, il devient furieux parce que j'ai appelé la CEDEAO. Or, ça devait être le contraire. Parce que je suis citoyen de la CEDEAO. Si c'est d'autres personnes, peut-être de la CEMAC, eux peuvent peut-être avoir d'autres problèmes que moi, je ne devais normalement pas avoir. Voyez-vous, donc, je vous dis que l'institution doit être réformée ou à défaut. Bon, voilà quoi, il faut passer l'éponge pour faire tout chose. Parce que j'ai l'impression que ceux qui sont à la manette aujourd'hui n'arrivent pas véritablement à sortir donc la CEDEAO de l'auberge quoi. Or, à l'époque, c'était uniquement donc des militaires. C'est des militaires qui ont créé la CEDEAO. Oui. Mais ils ont su l'imposer pendant des années. Maintenant, vous voyez qu'aujourd'hui où les civils sont là, ils n'arrivent plus à mener donc le bateau à bon port. Et donc les militaires, eux, ils sont allés créer donc la ES. Oui. Ouais. Ils ont laissé la CEDEAO pour les civils. Voilà, ils ont laissé la CEDEAO pour les civils. Alors, monsieur, merci beaucoup. On va évoquer un sujet de l'économie. Mais, Sylvestre, c'est pas fini la crise au niveau de Sonu Bank, hein? Non, en réalité, je crois où les esprits s'apaisent. Non, ça devient un conflit, latent. Ça devient un conflit latent qui, si on n'y prend garde, ça risque donc de partir un beau matin dans tous les sens. Nous avons quand même eu vent que la commission bancaire devait quand même arriver. Et donc, c'est cette commission-là que l'État aussi attend pour véritablement prendre des initiatives.
Mais juste ce matin, je n'ai pas encore fouillé pour voir si entre-temps, il y a eu cette délégation-là qui est arrivée. Et donc, pour décamper la situation, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est resté figé sur sa position. Ça n'a véritablement pas évolué, parce que tout ce qu'on peut dire, c'est de 105, je crois, ils sont arrivés à 70. Ceux qui devaient être licenciés et tout. Mais bon, ça ne passe pas. Donc, les deux côtés, même au niveau du syndicat, ils ne veulent même pas attendre parler, même si c'est une personne qui doit partir, niette, quoi. Donc, les positions sont restées figées. Donc, on attend donc la fumée blanche avec la commission. Si la commission arrive, bon, on verra ce qui en sera et puis on en parlera. Je ne sais pas, et l'homme, est-ce que cette commission est arrivée, oui ou non? Non, je n'ai pas pu avoir les dernières informations. D'accord. Je crois quand même que à ce stade-là, il faut plutôt privilégier les discussions pour que ça puisse aboutir, prier qu'il y ait le calme qui revienne, parce qu'on en a suffisamment parlé, je crois. Oui, c'est vrai. Et maintenant, il faut laisser quand même la chance aux deux parties de pouvoir s'entendre. Le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de licenciement. Mais au niveau du syndicat, oui, c'est la seule entente possible là, au niveau du syndicat, c'est qu'on ne licencie personne. Oui. Je crois que c'est ce qui est logique d'ailleurs. Et nous plaidons aussi pour qu'il n'y ait pas de licenciement. Quitte à peut-être revoir les avantages, la grille salariale, revoir un certain nombre de choses, mais qu'il y ait zéro licenciement. Je crois quand même que c'est très important, parce que là, que quelqu'un perde son emploi, non, on n'en veut pas, on ne le souhaite pas. Mais que la discussion porte véritablement sur les voies et moyens à trouver pour qu'il n'y ait pas de licenciement. Ouais. Bon, mais Eric, si vous le permettez, allez-y. Si vous le permettez, je crois que j'avais dit quelque chose sur Radio la dernière fois, ça n'a pas plu à beaucoup de personnes, mais je persiste et je signe. Ah oui, c'est normal. Vous savez, si vous portez donc une idée, vous assumez. Je l'ai toujours dit, avant que nous soyons journalistes, nous sommes des citoyens togolais. Et donc, lorsque on me dit que les Togolais seront licenciés, ça m'interpelle. Ça m'interpelle d'abord en tant que citoyen. Et à plus forte raison, si je porte le manteau de journaliste, je crois qu'il faut regarder ce qui s'est passé. Donc, lorsque j'arrive où je découvre qu'en réalité, ce pourquoi on veut licencier ces personnes-là n'a véritablement pas de fondement qui puisse le faire. Je crois que il me revient à un moment donné, le journaliste peut faire également peut faire son choix. Et donc, depuis quelques semaines, nous avons quand même appris qu'il y a eu une commission de crise qui est là. Et donc, certains de nos confrères, malheureusement, font le jeu. Donc, quel jeu, ça? De ces personnes-là, en voulant faire avaler donc la couleuvre. Ah bon? Oui, parce que lorsque oui, en voulant faire avaler la couleuvre, parce que je ne peux pas comprendre que les gens acceptent que oui, en réalité, c'est ça, que le Pillon, ils sont en train donc de créer des choses pour véritablement tenter de faire comprendre qu'en réalité, c'est que ils sont dans cette posture-là de vouloir expliquer quelque chose qu'ils ne devaient pas. Écoutez, moi je le dis, je suis désolé, ça peut coûter ce que ça va me coûter, mais à un moment donné, nous continuons donc à fuiner tout ça. À un moment donné, on pourra peut-être se dire des vérités, et peut-être en public. Parce que ça oui, carrément. Parce qu'on ne doit pas être dans cette posture-là. C'est pourquoi je dis qu'avant qu'on ne soit journaliste, nous sommes des citoyens togolais. Oui, bien sûr. Et donc, quand on me dit qu'un citoyen, 70 citoyens doivent perdre leur emploi pour quelque chose qui n'a pas un fondement, ça nous interpelle. Ça nous interpelle. Ah donc, et moi, Togolais, je vais faire le jeu. Je ne veux pas dire des étrangers, non. Les Togolais, vous savez, nous sommes accueillants, on aime tout le monde ici. Oui. Tout le monde se sent à l'aise chez lui au Togo. Mais je ne veux pas faire le jeu de certains en voulant expliquer ce qui est difficile ou complexe à comprendre. C'est-à-dire qu'on veut baliser la voie. Ce que tu as dit là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de mauvais dedans et que certaines personnes trouvent que bon, tu ne t'es pas bien pris. C'est pas ce que tu as expliqué là. Je trouve que c'est des Togolais qui sont en difficulté. Et quand on dit que ceux qui sont à la tête, c'est des expatriés, mais c'est pas faux non plus. Non, c'est pas faux. Ils ne peuvent pas venir torturer les Togolais. Oui, c'est pas faux. Moi, je veux pas quand même faire ce jeu-là. Que des expatriés veulent maltraiter les Togolais. Je veux pas rentrer dans cela pour qu'on nous dise que non, les Togolais sont xénophobes. Non, je veux pas rentrer dans ce jeu-là. Mais lorsqu'il y a nous sommes dans une situation et que le Togolais veut faire le jeu
de ceux qu'ils veulent licencier, donc nos compatriotes, je me dis que c'est cynique. Et donc un journaliste ne devait pas le faire. Non, tu vois, hein, moi je le dis, je l'ai dit ailleurs, si des Togolais sont en train d'être manipulés, mais en tout cas, sont en train d'être traités de la sorte, c'est peut-être certains Togolais, d'autres Togolais qui sont derrière ça pour leurs intérêts mesquins. En tout cas, c'est comme ça, moi j'ai compris dans ce jeu-là. Ça a été toujours comme ça. Mais le Togolais, les Togolais, en tout cas, nous constituons un peuple hospitalier. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes des cons. Non. Il faut quand même parfois dire ce que nous ressentons quand ça ne va pas. Nous avons aussi des Togolais dans d'autres pays, mais ils doivent quand même respecter les habitants des pays dans lesquels ils se trouvent. Oui, c'est de ce que nous sinon, comme on le dit, nous sommes dans la CEDEAO et on doit vivre en harmonie, mais dans le respect mutuel. C'est ce que nous demandons. C'est exact. Monsieur, merci beaucoup. Il est 12h, on marque une pause, on revient juste après. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Tout de suite, la pub. Apprêtez-vous à vivre la finale Je chante radio 2e édition au Centre culturel Miva de Lomé avec Assoumani Hilal, Hélène Sobo et Boko Godwin. Je chante radio, un événement Taxi FM. Info 90 21 78 28. Je chante radio. Dévoile ton talent sur la radio géniale avec Alain Mouaka. Deux familles qui s'enflamment pour du cacao. Mais quelle belle mère piquante! Ah, le classico, toujours aussi enflammé. Et oui, la promo la plus chaude du moment est sur toutes les langues. En ce moment, profitez d'une offre brûlante avec votre décodeur HD à 3000 francs dès la formule Access. En plus, l'installation est offerte. Et si vous vous réabonnez à votre dernière formule, savourez toutes les chaînes Canal+ pendant 15 jours. Alors retrouvez les programmes les plus relevés avec le retour de Cacao, Qui veut épouser mon fils, le classico le plus enflammé et bien plus encore. Ça brûle, mais c'est bon. Offre soumise à condition, rendez-vous en point de vente. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas, hein. Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la 3e personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas, hein. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Apprêtez-vous à vivre la finale Je chante radio 2e édition au Centre culturel Miva de Lomé avec Assoumani Hilal, Hélène Sobo et Boko Godwin. Je chante radio, un événement Taxi FM. Info 90 21 78 28. Je chante radio. Dévoile ton talent sur la radio géniale avec Alain Mouaka. Imaginez une seconde que vos épargnes puissent croître à chaque fois que vous dépensez et à un taux d'intérêt spécial. C'est la magie opérée par Seize, le nouveau produit d'épargne de EcoBank.
Avec Cese, épargnez automatiquement un montant sur vos dépenses. Comment ça fonctionne? À chaque retrait en agence, au guichet automatique ou achat en ligne, un pourcentage du montant de votre transaction est transféré de votre compte principal vers votre compte Cese. Vous avez la possibilité de choisir la proportion du retrait à épargner. Votre épargne ainsi constituée est rémunérée à 3,75% l'année. Salariés, ouvriers, commerçants, souscrivez à Cese et dépensez tout en économisant. Rendez-vous dans l'agence la plus proche. Pour plus d'informations, contactez votre gestionnaire, appelez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à assist@ecobank.com. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé avec mes confrères Elom Atisogbe, Sylvestre Béni et Michel Tchadia. Nous parlons de l'économie avant la pause. On va continuer avec l'économie. On pourra peut-être finir avec la République 5, puisque Sylvestre Béni a écrit un sujet, je crois, la semaine dernière. On pourra peut-être placer juste un mot là-dessus, lié à Fort Gnassingbé, bien sûr. Ah, mais avant l'économie, cette question, on pourra peut-être mettre un pied dans la fourmilière là aussi, hein, Sylvestre. Les confessions religieuses aujourd'hui dans leur ensemble doivent-elles aussi contribuer au budget national parce qu'elles sont nombreuses là? Mais qui ne fait pas dire des choses, je vais sortir et puis je verrai les pasteurs devant. Non, écoutez, je crois que c'est un débat compliqué. Je crois que c'est vrai que le domaine est laissé. Je vais reposer le débat autrement parce qu'aujourd'hui le Togo a besoin d'argent régional tout le temps pour mobiliser des fonds à des taux. Bon, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ces fonds et pourquoi est-ce qu'on y va régulièrement? Je ne sais pas. Je ne sais pas si l'homme a des renseignements pour nous. Michel, on peut lui poser la question, non? C'est l'homme qui est bien qui travaille sur l'économie. Mais sur cet aspect, précis. Oui, mais il faut, sur les mobilisations. Oui, mais il faut dire que ce n'est pas le Togo seul qui va sur le marché. Quand vous avez sur le site de UEMOA Titre, vous allez constater que ce n'est pas le Togo seul qui vient sur le marché. Tous les pays se bousculent. Tous les pays se bousculent par rapport au titre. Maintenant, comme je l'ai toujours dit, l'utilisation qu'on en fait, je crois qu'il faut poser la question au ministre de l'économie. C'est important parce que on va lever des fonds, mais quelle utilisation on en fait? Chaque semaine, on dit on lève 14 milliards, 22 milliards, tout ça. Bon, maintenant, il faut qu'on pose la question au ministre de l'économie. On lève beaucoup d'argent dans le mois, tout ça. On en fait quoi? Oui. Quelle en est l'utilisation finale? Parce que là, nous, on ne peut pas dire, oui, on a levé tel fonds pour aller investir dans tel. On a levé tant qu'on ne nous dise pas véritablement ce à quoi est destiné mais nous savons qu'au Togo, les ministres de l'économie et des finances sont toujours moins bavards. Oui, mais le Parlement est là, non? On a élu les députés, pourquoi? Pour qu'ils interpellent les membres du gouvernement, qu'ils contrôlent l'action gouvernementale. Ils sont là pour ça. Donc, si
au niveau des journalistes, on fait notre travail. Mais il faut que les députés aussi nous aident. Ou aident le peuple. Ils sont élus par le peuple et ils doivent servir le peuple. Donc il faut qu'ils interpellent. Vous comptez vraiment sur ce coup-là? C'est juste une interpellation d'explication. On lève les fonds chaque semaine. Bon, ok, monsieur le ministre, on veut comprendre. Comment est-ce que vous gérez ça? C'est destiné à quoi? C'est juste une question d'explication. Dites-nous. Oui, c'est le rôle des députés. Ça vous paraît, vous, simple? Peut-être pour les députés qui vont poser la question ou le ministre qui va répondre, c'est pas simple. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des députés qui sont élus dans les rangs de l'opposition, oui ou non? Ça, c'est exact. C'est tout ce que je dis tout le temps. Même si vous êtes une personne ou une demi-personne, excusez-moi, faites les choses pour l'histoire. Déposez quand même votre interpellation, votre projet de déposer quand même. L'histoire retiendra que vous avez déposé tel projet et que vous avez demandé à tel ministre de se présenter à l'Assemblée nationale pour expliquer tel sujet ou pour s'expliquer sur tel projet. Et que l'Assemblée, et que la demande n'aboutisse pas. Là, on comprend. Mais zéro interpellation. On a fait on en a connu, oui. Oui, avec les députés de l'opposition, tout ça. Ils étaient même beaucoup plus nombreux que ça. Mais zéro interpellation pendant 5 ans. Vous trouvez ça normal? Et les gens viennent et disent que politique, élection, ceci, et vous voulez qu'on commande. Moi, je ne commanderai pas. Nous sommes d'accord que quand le Togo rend visite régulièrement à l'UEMOA à titre, ça veut dire qu'en interne, on doit avoir des soucis d'argent. Et c'est pour ça. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Ça peut être des levées de fonds pour investir ou des levées de fonds d'investissement. Ça peut être aussi dû à ça. C'est pas parce qu'un pays a des problèmes qu'il va sur le marché financier. Tous les pays de la zone UEMOA qui vont sur le marché financier, ils n'y vont pas parce qu'ils ont des problèmes. Ils y vont parce qu'ils ont besoin d'investir aussi dans des secteurs prioritaires. Et on est d'accord que quand vous avez suffisamment d'argent vous-même, vous n'avez pas besoin d'aller. Oui, mais quel pays a suffisamment d'argent aujourd'hui? Quel est ce pays qui a suffisamment d'argent? Non, on peut aussi partir de cette base-là aussi, que quand on a suffisamment d'argent, on n'ira pas. Oui, mais le problème, c'est que c'est difficile de dire qu'il y a un pays peut-être que c'est beaucoup plus récurrent. Voilà. Comme ça avant. Effectivement. Exactement. C'est pourquoi il s'interroge. Oui, avant, c'était pas comme ça. Maintenant, chaque semaine ou bien dans le mois, on a pratiquement une levée de fonds sur le marché financier. Donc ça, on se pose des questions de savoir véritablement à quoi sont destinés les fonds. Quel usage ou quelle utilisation on en fait. C'est important de te poser la question. Bien sûr, bien sûr. Et quand on cherche à savoir s'il ne peut pas avoir des niches quelque part, là où on peut puiser de l'argent pour peut-être aider le gouvernement, on se dit, mais et si les confessions religieuses contribuaient aussi? Je reviens à vous, Sylvestre. Il est en blanc d'ailleurs. Oui, si. Comme Nicolas Lorson. Parce que on le salue au passage. Non, je crois que oui, à ce niveau-là aussi, on peut mener un certain nombre de réformes parce que c'est du laisser aller. C'est du laisser aller. Vous circulez un peu, vous voyez une petite cabane quelque part où les gens crient et tout. Vous voyez à côté, peut-être que c'est un véhicule donc de classe exceptionnelle qui est garé. Et ça appartient pour le pasteur. C'est pour le pasteur. Et donc à côté, il y a tellement donc de motos, de vélos. Ça, c'est pour les fidèles. Alors, vous posez mille questions, ce monsieur-là. Vous rentrez peut-être, ils ne sont pas aussi trop nombreux et tout, mais bon, lui, il s'en sort très bien, quoi, sa famille et tout ça. Mais on peut se dire, voilà, quoi, qu'est-ce qu'ils en font véritablement avec l'argent? Parce qu'il y a des églises que, aujourd'hui, il y a des gens, à titre individuel, qui ont plus d'une cinquantaine donc, d'églises sur toute l'étendue du territoire national. Oui. Et donc, chaque mois, on vient leur faire le compte. Ça va où? Ça sert à quoi? Donc, on peut faire un certain nombre de réformes même s'il faut fixer un truc forfaitaire pour ces églises-là, parce que ça abonde. Tout le monde sait que maintenant, si ça ne marche pas, il suffit d'aller faire 3 mois à Plaou. Ici, vous revenez avec un anglais qui est un peu acceptable, approximatif. Au moins qui peut véritablement bluffer donc les gens, et puis bon voilà quoi. Et vous tapez donc des millions. Maintenant, ces millions là vont où? Est-ce qu'ils ne payent pas d'impôts et tout ça là? Donc il faut que chacun contribue finalement. Oui, contribue, mais avec, je dis mais, parce qu'il ne faudrait pas aussi qu'on ait une fiscalité peut-être agressive vis-à-vis donc de ces églises là. Mais qu'on ait au moins qui puisse donner au moins quelque chose pour le développement donc, du pays.
Mais il faut discuter. Il faut véritablement discuter avec le conseil chrétien et tout pour voir comment. Sinon, c'est un sujet véritablement complexe. Quoi. Non, moi je suis pas d'accord avec d'accord, très bien. Mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Non, je suis pas d'accord avec Sylvestre. Vous savez, l'église est non lucrative et pas politique. C'est pas l'église. La mission de l'église, c'est pour le salut des âmes et leur affermissement. Oui, c'est ce qui est dit. L'église. Sauf que les gens ont beaucoup d'argent. Oui, mais c'est pas. On va pas juger les gens. Attendez. Non, c'est pas un jugement quand même. Oui, mais attends, tout le monde constate. La personne, c'est un pasteur, un évêque ou un prêtre. Mais qu'il ait beaucoup d'argent ou pas, est-ce que c'est votre problème? Écoutez, chacun vit à sa foi. Que quelqu'un roule une limousine pour venir prêcher dimanche, c'est pas ça le problème. Ton problème, c'est ta relation avec Dieu. Ne regarde pas les détails. Je suis franc dans ce que je dis. On vient à l'église pour écouter la parole et être affermi dans la foi. Pas pour regarder si le pasteur a porté costume de 500 000 ou le prêtre est dans la meilleure soutane du jour. Non. Donc, moi, je suis pas pour le fait qu'on dise que l'église doit donner, doit contribuer au recettes. Non. Franchement, les églises, déjà, ils payent l'électricité. Il y a des églises qui ont baillé leur espace. Ils payent, oui ou non? Et il y a des églises qui vaut le secours des démunis. Des personnes déscolarisées qui sont en situation. Oui, déjà. Bon, maintenant, et c'est vrai que on a suivi le débat par rapport à tout ce qui se passe, etc. dans les églises, mais c'est pas l'occasion de pouvoir dire oui, il faut qu'ils contribuent aux recettes. Non, ils font déjà beaucoup. Regardez toutes ces personnes qui sont à l'église les dimanches. Regardez, même pas les dimanches, dans la semaine, les programmes et tout ça. Oui, que ce soit l'église catholique, l'église presbytérienne, méthodiste, dans les églises charismatiques. Regardez tout ce peuple qui se lève pour pouvoir louer, adorer Dieu. On va pas demander maintenant aux églises de contribuer aux ressources. Oui, mais pourquoi est-ce que ça se générait si on demande à une église de contribuer ne serait-ce que 1% ou 0,5% de ce qu'il ramasse chaque mois ou chaque année? Non, c'est parce que l'église n'est pas lucrative. C'est pas comme ça l'essence de l'église. Partout dans le monde. Pourquoi vous voulez? C'est pas du business. C'est où c'est écrit comme ça? En réalité, c'est pas du business. Oui. Donc, si on est d'accord, si on est d'accord que le temple de Dieu n'est pas instauré pour faire du business, on est tous d'accord. On sort ça. C'est-à-dire, on ne va pas déplacer le débat. C'est comme ça. C'est pas lucratif. C'est quelle activité? Ils font quel dépôt-vente? Ah oui, c'est ça. Ils commercialisent quoi? Les âmes? Non. Oui, non, mais si on est d'accord que les gens viennent pour écouter la parole de Dieu, la mettre en pratique, les gens viennent se remettre en cause par rapport à leur propre conscience, dans ce qu'ils ont fait, et venir demander pardon pour leurs péchés. On ne peut pas dire justement que on va demander aux églises de cotiser ou aux richesses nationales. Ils font quel dépôt-vente? Ils font rien. Ils sont là pour moraliser les gens, les interpeller par rapport à la parole de Dieu, les mettre en face à leur conscience en ce qui concerne la parole de Dieu qui est le dénominateur commun dans toute société. Donc face à ça, on ne peut pas dire que oui, il faut qu'ils cotisent, ils font quel business? Vous savez au moins qu'il y a une certaine idée qui est en train d'être véhiculée. Par rapport à quoi? Oui, des gens sont en train de réfléchir pour taxer, pour que l'Église paye des taxes aussi. Si le conseil chrétien laisse ça faire, ça va être vraiment du désordre. Non, ça va être du désordre. Michel? Non, je ne pense pas qu'on aille dans ce sens-là. Effectivement. Parce que les églises font déjà beaucoup. Ils prient déjà même pour nos dirigeants. C'est déjà beaucoup. Chaque jour. Ah ouais? Non, ils prient pour le Togo, pour nos dirigeants. Et je pense que c'est leur contribution. Ça. Sinon, aller demander aux églises de payer les impôts ou je ne sais quoi, mais ça va être vraiment une situation. Mais ça va être grave parce qu'il y a des grave. Oui, parce qu'il y a des fidèles qui ne parlent le simple fait qu'on dise que on paie les impôts à l'État, ils risquent de déserter les églises là. Vous se retrouvez où? Non, ils vont vouloir ne pas participer. Ils vont vouloir ne pas participer au paiement en allant pas, en tout cas en refusant d'aller prier parce que ils se disent que ce qu'ils font là c'est déjà suffisant que l'État vienne leur demander encore une contribution. Je ne pense pas que dans aucun pays, je pense que ça oui, mais il n'y a pas de dépôt-vente comme on l'a dit et l'homme,
Mais il arrive Les que fidèles, dans certaines églises, à la fin du culte, on se retrouve à 3 millions, 2 millions. C'est eux qui ont l'argent. Ils n'ont qu'à partager entre eux. Le problème est qu'est-ce que l'État... Ailleurs aussi, c'est ce qu'on me fait comprendre. À la fin du culte aussi, on trouve que 1500, 2000 francs. Et si on doit payer des taxes par rapport à ça, c'est compliqué. Je dis, oui. Les églises font beaucoup. Elles prient pour le peuple, elles prient pour les dirigeants. Ça, c'est déjà bien. Très bien. Sylvestre, tu es d'accord? Non, écoutez, moi, je crois que... Mais demandez aussi aux églises de payer peut-être un pourcentage sur leurs ressources. Moi, je ne vois pas que c'est de l'eau de la mer à boire pour ces églises-là. Maintenant, oui, nous sommes aussi dans un état aussi particulier avec ces réalités. Peut-être que c'est à ce niveau-là que le bas blesse, mais sinon, demandez peut-être à l'église fille force d'intervention rapide. C'est pas ça existe là. Donc de donner peut-être 0,1% de ses recettes annuelles peut-être à l'État. Quels sont ceux qui vont à l'église? Mais c'est tout le monde. Oui. C'est tout le monde, non? Oui. Si tu es fonctionnaire, tu paies déjà tes impôts. Si tu es commerçant, tu as une entreprise, tu paies les impôts. Oui. De quel impôt on parle encore? Pour les fidèles, de quel impôt on parle? Puisque l'église, ce n'est pas une entreprise. En principe. Oui, en principe. Non, ce n'est pas une entreprise. Ce n'est pas une entreprise. Mais ceux qui vont là-bas, si je suis militaire, je paie les impôts. Si je suis enseignant, si je suis, c'est pas douanier, je suis quoi? Je paie mes impôts. Donc le problème est où? Si je suis DG d'une entreprise, je paie mes impôts. Mais on vient me poursuivre là où je vais m'agenouiller pour prier Dieu, qu'on me dise que de payer les impôts. Non, ça, je pense que ce débat-là, non, c'est pas le débat. Et si demain ça arrivait? Non, ça. Bon, je crois que l'idée était entre-temps jetée dans la masse et tout ça, mais ça n'a pas pris. Ça ne peut pas prendre. Ça n'a pas pris, mais ça ne peut pas prendre. Non, c'est pas une fixation. Hein. C'est pas une fixation. Mais lorsque vous allez dans certaines églises, par exemple, et qu'à la fin, les gens se retrouvent avec 5 millions parce qu'on a vendu donc Vortic qui est généralement à 1000 francs, quelqu'un vient payer ça peut-être à 1 million et tout ça, vous voyez, et une seule personne ramasse ça. Là, il y a vente. Là, donc quand il y a vente, vous conviendrez avec moi qu'il faut trouver des formules, ne serait-ce que pour avoir une fiscalité, ne serait-ce que pour prendre quelque chose. Mais bon, on ne va pas peut-être, si vous voulez, chalater, c'est ça là, ou féticher là-dessus. Mais bon, voilà quoi. L'idée peut véritablement évoluer. Merci beaucoup. Juste un mot avant de finir, et c'est par rapport donc à la politique et la République 5 qui est en marche. Les députés togolais sont conviés à une session extraordinaire demain mardi 4 mars. Qu'est-ce qui va en ressortir? On n'en sait pas grand-chose. Mais ce dont on est au moins sûr aujourd'hui, c'est vous qui avez évoqué le sujet la semaine dernière, Sylvestre. Vous parlez des dessins cachés du prince. C'est qui le prince? Et quels sont ces dessins? Le prince de l'homme 2. Nous parlons du prince de l'homme 2. Donc, suivez mon regard. Non, écoutez, je crois que nous sommes revenus sur la 5e République et tout ce que cela a entraîné. Surtout la modification pas la modification, le changement de la Constitution. Et donc, nous avons, si vous prenez la Constitution de 92, je crois qu'on n'a même pas besoin de changer de constitution pour asseoir un Sénat. Parce que lorsque vous prenez la Constitution de 92, à son article 52, l'article 52, l'alinéa 7, parle déjà du Sénat. Et donc, donne la latitude au président de la République de nommer même les 2 tiers que nous allons retrouver dans l'article 10 de la nouvelle Constitution, donne la latitude au président de la République de nommer donc le tiers des membres. Ça, la Constitution de 92 l'a prévu. Donc, ça veut dire qu'en réalité, pour assurer un Sénat, en réalité, si ce n'est que le Sénat, on n'a pas besoin donc de changer la Constitution. Maintenant, parce que, bon, là, c'est les députés, les sénateurs, ils sont là et pour un mandat de 5 ans. Dans la Constitution de 92, c'est 5 ans. Maintenant, dans la nouvelle Constitution, c'est 6 ans. Et ça, c'est
l'article 10 qui le dit, et c'est le président du Conseil, ce n'est plus le président de la République, mais c'est le président du Conseil qui nomme donc le tiers, et avec un mandat donc de 6 ans. Mais pourquoi nous parlons donc des décès cachés, c'est parce que aujourd'hui, si vous prenez donc l'article 47 de la nouvelle Constitution, vous verrez qu'il n'y a plus de limitation de mandat. Comparativement à la Constitution de 92. Oui, bien sûr. Donc en réalité, les gens veulent rester ad vitam aeternam au pouvoir. Ah, parce c'est que ça tant que tant qu'il sera président donc du parti majoritaire à l'Assemblée nationale ou de la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, tant qu'il sera président, il sera toujours président du Conseil. En réalité, c'est automatique en fait. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez l'article 47, il faut juste que ceux qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est UNI qui est majoritaire. UNI, non tout seulement, prend par écrit, il dit au président donc, de l'Assemblée nationale, voilà, donc c'est le président du Conseil. Lui aussi, il n'a pas grand chose à faire. Il informe juste les députés à une séance plénière et envoie donc le nom à la Cour constitutionnelle. Et c'est à la Cour constitutionnelle que le président du Conseil va prêter serment. C'est ce qui pourra se passer demain? Non, c'est pas ce qui pourra se passer, c'est ce qui va être fait. Selon les dispositions donc, de la nouvelle Constitution. UNI peut à tout moment donc, saisir l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, et lui notifie que voilà, par écrit, c'est ce que le texte dit, par écrit, voilà le nom du président du Conseil. Et donc le président, bon, il informe la plénière que voilà, c'est ce que nous avons reçu du parti majoritaire. Et on alerte donc la Cour constitutionnelle, et puis devant la Cour constitutionnelle, il prête serment moi, et puis bon voilà, et le tour est joué. Voyez-vous, donc aujourd'hui, le système a fait en sorte que, une fois que tu es président du parti, et que ce parti-là est parti majoritaire, tu seras éternellement président du Conseil. Donc en réalité, c'est ce qu'ils veulent faire en étant président éternellement, si bien qu'on n'a pas utilisé l'article 52 de la Constitution de 92 et on a balancé dans une nouvelle république avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui et ces dimensions. Donc, on va attendre. J'ai écouté quelqu'un qui disait la dernière fois que les 20 sénateurs restants seront connus avant le 6 mars. J'ai dit techniquement, c'est pas possible parce qu'il faudrait que le président du Conseil soit installé. Parce que c'est lui qui va nommer donc les 20 autres. Donc, il faudrait que lui-même soit installé d'abord. Et donc, qui va nommer les 20 autres. Donc, il le fera. Il doit le faire aussi avant le premier jeudi du mois d'avril parce que les sénateurs doivent siéger pour leur première session. Donc voilà, bon, d'ici avril, est-ce qu'on a besoin de tout ça là pour être... on pouvait utiliser la Constitution de 92 avec l'article 52. Et puis bon, voilà. Pourquoi vous souriez? Parce que ça fait 2 lundis que Sylvestre, il fait des démonstrations scientifiques, d'explications et tout. Et si bien que, bon, comme il a parlé de premier jeudi du mois d'avril. On a déjà dépassé. Moi, je le regarde. On a dépassé. Il est encore là. Sourire à un moment donné. Le Togo est très... Il n'a qu'à faire un effort de rejoindre les autres. Sinon, on est déjà loin de ce que cette démonstration-là. Le Togo est déjà parti très loin. Ce n'est pas, on n'a pas dit. On dit pour nommer un tiers là. On dit le président en fonction nomme. Donc ça ne, il y a ça. Non, c'est pas le président en fonction. Non, c'est pas le président. C'est le président du Conseil. Oui, en fonction nomme. Oui, mais le président. Il y a une autre discussion qui a été prise. Le président en fonction actuellement. Le président de la République ne peut pas le faire. Oui, le président du Conseil. Il va évoquer quelle constitution? Non. Encore que dans la Constitution de 92, le mandat c'est 5 ans. Il y a des trucs transitoires. Il y a un autre test, voilà. Il y a le truc transitoire. C'est là où vous n'avez pas... Non, le truc transitoire, qu'est-ce que ça dit? Le titre transitoire, c'est ce qu'il y a cité en parlant donc de cette disposition de 47 et autres. Non, dans la transition, le président de la République en fonction nomme un tiers des sénateurs de la première législature. Donc, jusque-là, il n'y a aucun problème. C'est dans les dispositions transitoires. Donc, il faut laisser ça. C'est pourquoi j'ai dit... Quel est l'article? Quel article le dit? Non, si tu prends les dispositions transitoires, tu vas le voir. Tu vas voir ça là-bas. Bon, on va chercher. Sinon, tout ça là, c'est déjà réglé. Tout ce que les gens cherchent des débats, sinon, tout est déjà réglé. C'est fini. C'est fini.
Et pas comme l'a dit. Demain, on sera. C'est fini. C'est-à-dire que demain, on saura de quoi est-ce que les députés. Pourquoi ils sont convoqués. Si c'est pour peut-être... En réalité, moi, tout cela, je regarde de loin, quoi. Vous aussi, finalement. C'est pour ça que l'homme se moquait à peu près. La République en marche. Non, je ne me moquais pas. C'est que je suis sous le charme de ces explications. Non, président... Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Sylvestre Béni. Oui. Merci, Elom. Merci, Eric. Merci à Michel. Merci, Eric. On se retrouve la prochaine fois. Merci à Francis Daï qui a assuré la mise en œuvre. Appelez-moi Saint-Érigator. À très bientôt. Au revoir.